Et j'ai trouvé extraordinaire dans votre recherche que vous ayez utilisé des images simples qui nous permettent de mieux comprendre. La fleur à quatre pétales et l'œuf poché. Alors, il faudrait que on comprenne pourquoi le quant à vivre, pourquoi il saute et pourquoi il relie. D'abord, ces trois aspects-là sont totalement nouveaux et liés à la physique quantique. La physique classique n'avait absolument pas ce genre d'idée. Alors, je vais parler du premier aspect, vibre. Par exemple, la table, le mur, le verre, s'ils ne bougent pas, en physique classique, on considérait que c'était un objet statique. Rien ne bougeait, c'était figé. Et en fait, quand on regarde au microscope quantique et électronique, si on veut, on s'aperçoit que, alors que ça paraît de loin figé, avec nos yeux qui voient pas dans le détail, eh bien, en fait, tout vibre, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'onde quantique. Donc, on va, par exemple, décrire la plupart du temps les objets quantiques, les petites particules qui bougent, les atomes et avec les électrons autour, comme un ensemble de ce qu'on appelle fonction d'onde ou paquet d'ondes. Donc, ça vibre en permanence. Ça, c'est la première surprise. Deuxième surprise, le saut quantique, ça saute donc, hein, le saut quantique qu'on appelle aussi collapse, enfin il y a un certain nombre, la réduction du paquet d'ondes, enfin il y a plusieurs expressions qui veulent dire la même chose, c'est-à-dire dans certains cas, notamment quand on observe par un instrument, quand on mesure quelque chose sur un objet quantique, mais pas que dans ce cadre-là, eh bien l'objet quantique qui jusqu'à présent vibrait tranquillement sans rien demander à personne va se mettre à sauter, c'est-à-dire il va avoir une évolution discontinue qui va le faire passer d'un état vibratoire un peu flou à un état beaucoup plus précis qui semble indiquer qu'il est devenu une particule ponctuelle. C'est pas tout à fait juste, mais ça paraît ça. Voilà, ça c'est la deuxième chose. Donc ça aussi, ça veut dire qu'on a deux lois d'évolution dans le monde quantique, alors que dans le monde classique, on en avait une seule, quand je n'observe pas et quand j'observe. Alors c'est pas tout à fait, c'est une simplification, mais voilà, j'en parle dans mes livres. Voilà. Il y a une rationalité sous-jacente dans la réalité qui fait que quand on a saisi ça, eh bien, on s'aperçoit que la nature, finalement, si elle fait ces choses bizarres, il y a une raison et qu'on peut percevoir. Troisième aspect, l'aspect relié. C'est la reliance. Alors ça, c'est peut-être le plus spectaculairement bizarre. Vous avez dans certains cas, par exemple, vous avez deux particules qui viennent se rencontrer et puis qui se séparent après. Et les deux particules qui se séparent, on va prendre, par exemple, en général, on prend des photons parce que ça a le mérite que, comme c'est la vitesse maximale de déplacement, de propagation des choses dans l'univers, ça veut dire que si l'un va, par exemple, à droite, il n'a aucune chance de pouvoir transmettre un signal à l'autre qui est parti dans l'autre sens, parce que ce signal devrait aller plus vite que la vitesse de la lumière, ce qui est impossible. Voilà, c'est pour ça qu'on prend ça en général, mais on peut prendre aussi deux électrons qui sont très éloignés l'un de l'autre. Eh bien, ces deux électrons continuent à être liés, ce qui veut dire que quand je vais, par exemple, mesurer l'un, et ça va modifier, par saut quantique, ça va modifier son état, eh bien, au même moment, instantanément, simultanément, je vais modifier l'état de l'autre qui est peut-être à des milliards de kilomètres de là. Et ceci est d'autant plus bizarre que nous sommes dans un univers relativiste. Et le bon Einstein nous a bien dit, rien ne se propage plus vite que la lumière, donc on ne peut pas influencer quelque chose qui est trop loin pour que la lumière ait le temps d'y arriver. Et bien là, on est pris en flagrant délit d'une influence qui fait fi des lois relativistes. Voilà. Le quatrième pétale, c'est celui qui régule. Il est un petit peu fondamental. C'est ce qui est au cœur, selon moi, des bizarreries quantiques. C'est ce que j'appelle le principe de quantition. C'est-à-dire, dans la mesure où une particule qu'on n'observe pas est un paquet d'ondes, eh bien, pour des raisons mathématiques assez basiques, je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais me contenter de dire que c'est juste lié à un phénomène qui s'appelle l'interférence ondulatoire, qui parfois est constructive et parfois est destructive. L'interférence ondulatoire, on connaît tous ça. Il suffit, dans une surface d'eau, de lancer deux cailloux simultanément. Et on va voir les ondes de l'un et de l'autre qui vont se rencontrer et parfois vont se renforcer, parfois vont s'atténuer, Effacé. voire s'annuler. C'est ça l'interférence ondulatoire.
Et à cause de cette interférence ondulatoire qui est soit constructive, soit destructive, eh bien, si il n'y avait pas le saut quantique, eh bien, quand je découpe un paquet d'ondes, eh bien, s'il se laissait faire en quelque sorte sans réagir, eh bien, la nature serait contradictoire. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est dans mes ouvrages, c'est exposé dans mes ouvrages. Et c'est ça qui est à la base de, des phénomènes quantiques bizarres, et c'est ça qui, je me permets de le dire en toute modestie, n'a pas été compris jusqu'à présent. Bien, pour moi, tous les débats sur la physique quantique viennent de là. On a oublié la base. Et la base, finalement, quelque part, c'est la cohérence du monde. Le monde de la matière, absolument, c'est indiqué là-dedans, le monde de la matière ne peut pas être contradictoire. Donc, chaque fois qu'il y aurait une contradiction qui se pointe, eh bien, la nature va inventer un schmilblick, elle va inventer un truc pour éviter d'être contradictoire, et ça donne lieu à ces bizarreries quantiques. Voilà la philosophie générale. Il y a une très très belle image qui, moi, je la trouve aussi essentielle, c'est l'image de l'œuf poché qui, quelque part, euh, nous fait comprendre d'une certaine manière l'holomatière. Et j'aimerais que vous nous expliquiez un peu pourquoi le blanc est exocausal, pourquoi le jaune est endocausal, et qu'est-ce que ça génère comme compréhension. Je dis que dans la réalité, il y a ces deux grandes catégories de lois causales. Et ce qui est important à comprendre, c'est que l'exocausalité, comme je ne la maîtrise pas, je ne peux pas la changer, elle est déterministe. C'est-à-dire quand on a du déterminisme dans la nature, quand on voit un déterminisme, ça relève de l'exocausalité. Par contre, quand il y a un élément d'aléatoire, en tout cas l'aléatoire de notre comportement humain et l'aléatoire, ce que je dis que c'est aussi l'aléatoire quantique, relève d'une endocausalité. C'est-à-dire, en gros, je dis que, par exemple, quand une particule va manifester, par exemple, elle est dans un état, ce qu'on appelle un état flou ou superposé, et elle va d'un seul coup, parce que je l'observe ou autre, elle va se figer sur un état précis, eh bien, cet état précis, il y a plusieurs états précis possibles. Ça peut être, par exemple, si c'est le spin, il peut tourner vers le haut ou vers le bas. Et alors, je dis que sa partie exocausale déterministe et matérielle, c'est le blanc d'œuf. C'est pour la métaphore. Et le blanc, quand on voit un œuf poché, on voit que le blanc d'œuf, l'albumine coagulée, elle n'est pas transparente, donc on ne voit pas qu'il y a un jaune à l'intérieur, mais nous savons qu'il y a un jaune à l'intérieur. Et bien là, je dis que c'est pareil. La particule a aussi l'équivalent d'un jaune interne qu'on ne voit pas, va se manifester seulement quand il le faut, et qui est la partie endocausale. Et cette partie endocausale, et c'est là où on va bifurquer sur autre chose, et c'est pour ça en fait que j'ai amené toutes ces idées, c'est que je me suis demandé au départ, euh, il y a la matière, il y a la conscience. Et je n'ai jamais pu croire, c'est subjectif, je n'ai jamais pu croire au matérialisme. Je me suis dit, c'est du blabla, mais ça ne prouve rien du tout. Et je me suis dit, donc, la conscience, pour moi, n'est pas réductible à la matière. Donc, il a fallu, mais par contre, comme il y a la fonction sensorimotrice biologique, voilà, ça veut dire que l'un et l'autre peuvent interférer, ce qui interroge directement la physique. Et donc, je me suis dit, il va falloir que je trouve un critère pour décider qu'est-ce qui est matière et qu'est-ce qui est esprit. Et justement, ce critère, c'est l'endocausalité d'un côté versus l'exocausalité. Et l'endocausalité, pour suite et fin, l'endocausalité, pour moi, elle renvoie à un élément de psychisme. Est-ce qu'on peut dire que les synchronicités, c'est plutôt une auto-illusion ou une intrication? Alors, c'est plutôt une intrication. Alors, en fait, j'ai écrit un livre où je développe ça dans un livre à 4 chapitres. C'est dans le quatrième chapitre. Ça s'appelle La conscience quantique et l'au-delà, où je développe un peu plus ce genre de choses. Et donc, pour moi, en fait, le jaune d'œuf, pour faire simple, dans mon approche, l'élément d'intrication, le lien d'intrication, c'est un lien entre les jaunes d'œufs. C'est-à-dire, c'est une mise en commun du jaune d'œuf. C'est-à-dire, normalement, le jaune d'œuf, il est individuel à la particule, mais dans certains cas, il devient collectif. Il est agrégé. Et donc, ce jaune d'œuf, donc l'intrication, pour moi, c'est un lien psychique. Et à partir de ce lien psychique, eh bien, ça ouvre l'explication de phénomènes de synchronicité, de phénomènes de télépathie.
et d'autres phénomènes. C'est-à-dire tous ces phénomènes qui sont déclarés paranormaux, en disant ça n'existe pas. Pourquoi ils sont déclarés paranormaux? Tout simplement parce que notre référentiel théorique n'est pas assez vaste pour les englober. Donc on dit, mais, les physiciens, pour les physiciens, il n'y a que la matière, pour faire simple pour la plupart d'entre eux. Donc tout ce qui est le reste, c'est de la foutaise. Voilà. Mais dans mon approche, je me permets de dire, ben, si vous enrichissez votre référentiel théorique, eh ben, vous voyez qu'il y a une place pour ces phénomènes. Et non seulement il y a une place, mais vous êtes sûr qu'ils vont exister. Quand je vis quelque chose, je vois, j'entends, je mange, tout ça, ce sont des vécus. Pour moi, ces vécus, c'est le problème de ce qu'on appelle les qualia en termes philosophiques. Ces vécus ont comme contrepartie la fabrication dans mon cerveau de pixels qui correspondent à ces vécus. Et ces pixels, une fois que je les ai ressentis, eh bien, ils passent à l'état inconscient. Alors là encore, le conscient et l'inconscient, Ok. c'est précisé dans mes livres. Est-ce que ces pixels passent dans la cellule? Une Claire partie, Sylvia en Amérique, qu'est-ce qui s'est passé? oui. Oui. Alors, donc ces pixels ont deux aspects, l'aspect donc particule élémentaire et l'aspect lien d'intrication. Et les particules élémentaires, comme c'est dans mon cerveau, il y a le son qui circule et tout ça, ben, ça peut circuler dans mes organes et tout ça, et donc ça va se développer ça va se déposer tôt ou tard dans mes cellules. Je dépose, je vis des choses. Une partie de ce que j'ai vécu, c'est-à-dire les pixels qui sont déposés, qui impliquent des particules élémentaires, ces particules élémentaires, une partie de ces particules élémentaires vont se déposer dans mes tissus, et puis ailleurs, mais dans mes tissus. Et donc, quand je fais une greffe, je vais Greffe d'organes. récupérer, oui, d'organes, je vais effectivement récupérer dans ces organes au niveau invisible sont déposés ces pixels et je vais récupérer une partie de ces pixels. Non seulement il y a le cas de Claire Silva qui était tout à fait spectaculaire, j'en parle aussi toujours dans le même livre, mais en plus des chirurgiens cardiaques, il y en a un aux États-Unis qui avait témoigné qu'il avait suivi un peu ses clients et il avait témoigné que au moins 60% des rêves post-opératoires faisaient appel, les patients disaient, c'est pas moi ce rêve, c'est pas moi. Et en fait, ça avait à voir avec le vécu du donneur. Donc là aussi, c'est moins spectaculaire que le cas de Claire Silva, mais c'était aussi le même phénomène. Voilà. Pour Oui. finir, un peu une ouverture philosophique, est-ce qu'on peut dire avec la physique quantique que l'univers se réengendre en permanence? Et si c'est le cas, est-ce que Dieu se réengendre aussi? On peut dire qu'au niveau de l'univers, oui, on peut considérer que l'univers se réengendre à tous les instants. Alors évidemment, c'est sujet à débat. Vous avez dans le champ de la relativité les gens qui vont parler d'univers bloc, tout est figé pour l'éternité, et ainsi de suite. Donc je rentre pas dans ce débat, mais c'est une idée. Alors non seulement ça, mais avec cette idée d'endocausalité, dans le monde, je dirais, euh, immanent, dans le monde de manifesté qui nous entoure et dont nous faisons partie, notre portion d'endocausalité est partielle puisqu'elle est limitée par de l'exocausalité. Mais imaginons, conceptuellement, imaginons qu'il y ait une entité qui soit purement endocausale, sans exocausalité. À ce moment-là, elle pourrait faire exactement ce qu'elle veut. Et donc, c'est une créativité pure et ça ressemble fort à ce qu'on appelle un Dieu créateur. Et merci Emmanuel d'avoir répondu à mes questions. Bravo pour cet ouvrage de conversation scientifique avec Estelle Gerven et qui vous permet de nous donner une philosophie sur notre compréhension du réel et peut-être sur une nouvelle façon de penser.